Eh bien, je ne l'avais jamais fait. Une vraie lecture. On a travaillé, on a fait quelques séances avec Antoine Coultret, le metteur en scène. Vraiment quelques séances, mais alors déjà on lit beaucoup pour soi, et puis ensuite on travaille les parties du texte. C'est vrai que je trouve ça assez difficile parce que on n'a pas, on a moins de mouvements possibles en fait. Moins de liberté de mouvement et c'est pas quelque chose qu'on connaît par cœur, donc quelque part on pourrait être handicapé par la présence du texte et de l'objet textuel. Mais bon, c'est très intéressant à faire, et puis ça permet aussi de s'attacher aux mots. Moi j'ai une vraie affection pour les mots depuis toujours, et j'ai toujours été extrêmement sensible à la littérature et à ce que je lisais depuis enfant. Et parfois, certains romans qui ont été adaptés en film, par exemple, m'ont plus touchée quand j'ai lu les mots du roman que quand ils ont été projetés en images. Et j'espère que le public aura ressenti autant de choses que moi en découvrant la correspondance de Marilyn. Moi, je la connaissais pas mal, hein, Marilyn Monroe, comme a dit Eric Emmanuel Schmitt au début de la soirée, parce que j'avais déjà joué Marilyn Monroe dans une pièce qui s'appelait Norma Jean Monroe. J'étais en face, on était en duo sur scène avec Stéphane Hillel, qui est un grand acteur de théâtre et metteur en scène. Et il jouait son dernier psychanalyste, Ralph Grinson. Et dans ce que je lis là, dans ce que j'ai lu dans Comme si je venais de naître, il y a des extraits des dictaphones qu'elle avait enregistrés à Ralph Grinson. Donc, en fait, je connaissais déjà pas mal de cette partie de sa vie et de ce qu'elle avait pu y raconter. Et, c'est marrant, c'est comme une vieille cousine, en fait. Elle revient sans cesse dans ma vie, et je finis par en savoir plus sur elle que je n'en sais sur moi. Ça m'inquiète un peu. Et voilà, donc j'ai peut-être découvert certaines lettres qu'elle adressait à Alice Strasberg et sa femme Paula, mais sinon, j'avais déjà bien connaissance de ce qu'elle pouvait écrire à ses proches. Oui, moi je pense que cette femme, si elle avait vécu, parce qu'on comprend bien à la fin du spectacle qu'à un moment elle baisse les bras, que ça n'a pas marché, son histoire de créer. Enfin, si, elle l'a fait d'ailleurs, dans la vraie vie elle l'a fait, elle a créé sa société de production indépendante. Mais si elle avait vécu, je pense que cette femme aurait possiblement été un modèle de féminisme, parce que voulant s'émanciper, cherchant à se comprendre, c'était quelqu'un qui était dans l'action en fait, et elle ne faisait pas que subir. Elle avait énormément subi pendant la première partie de sa vie, mais il y a des gens comme ça qui sont empreints de mélancolie, de tristesse, de douleur, même de folie, hein, mais qui en eux et malgré eux déploient une belle quantité de lumière, même de façon inconsciente. Et je pense que cette femme en faisait partie. Je ne l'ai pas connue et j'aurais adoré pouvoir en parler avec elle, mais je pense que malgré soi, parfois on déploie beaucoup plus de luminosité que ce qu'on croit, et on se dit quelqu'un de mélancolique ou de ténébreux, alors qu'en fait la lumière ressurgit toujours, et je pense que c'était son truc en fait. En fait, il y a cette lucidité qui revient comme un ressac quoi sur une plage, et ça revient sans cesse, et peut-être qu'elle n'a pas travaillé avec les bons psychanalystes, qui sait. Peut-être que ce n'était pas la psychanalyse son truc, mais à l'époque, est-ce qu'on avait d'autres moyens de travailler sur soi, d'explorer d'autres dimensions de sa conscience, son inconscience, sa place dans la nature, dans l'espace, dans le cosmos, que sais-je. Peut-être qu'à notre époque, si elle était née en 1982 comme moi, ben, elle aurait survécu. Qui sait? Moi, je suis sous Prozac. Non, je plaisante. Pas du tout. Moi, je prépare toujours mon 5e album. J'ai enfin mis la main à la pâte. Je travaille toujours avec André Manoukian sur des projets de jazz, enfin des tournées de jazz, des concerts de jazz. Et puis, parfois de la fiction, parfois du théâtre. J'étais avec Daroussin, Jean-Pierre, de son prénom, dans une pièce qui s'appelle Le principe d'incertitude à la fin de l'année 2023. C'était chouette.
Et puis j'ai d'autres projets sur le feu qui risqueraient de me faire moi aussi brûler les planches, encore une fois. Lorsque la Maison Blanche m'a invitée, il y a un mois de cela, j'ai promis une robe historique. J'ai engagé en secret un couturier français, Jean-Louis Berthaud, qui m'a fait les essayages à même la peau. Son atelier est en train de coudre des milliers de perles en strass sur de la soie couleur chair. C'est marrant parce que je me sens toujours comme un imposteur. J'ai vraiment ce syndrome-là, il faut vraiment que je me soigne pour le coup. Je me sens toujours musicienne, auteur, compositeur, oui. Et encore, parfois j'ai des doutes, je me dis qu'est-ce que je fous là ? Et alors pour l'histoire d'être comédienne et de faire du cinéma ou faire du théâtre, partager la scène avec Daroussin par exemple, je me suis dit mais ils se sont plantés, ils sont trompés d'Élodie en fait. C'était peut-être Élodie Bouchez. Et non. Et à un moment il va falloir que j'embrasse tout ça. Et ça c'est un travail qu'on doit tous faire. C'est embrasser les moments de joie parce que c'est bien plus simple d'embrasser des moments de défaite et d'échec. Et c'est beaucoup plus délicat de se dire bah ouais, c'est ma place en fait. Et je vous encourage tous à embrasser des moments de joie et de réussite et de succès parce qu'on n'est pas élevé comme ça, on n'est pas élevé dans ce sens-là, c'est fou. Bah, en France en tout cas, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu gêné de. Mais non, il faut fêter.